Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'ABC contre Poirot et de 1, 2, 3. Il s'agit de deux romans d'Agatha Christie publiés en 1936 pour le premier et en 1940 pour le second. Hastings quitte l'Argentine et revient un temps en Angleterre. Il rend visite à son ami Poirot. Ce dernier dit avoir reçu une lettre d'une personne le mettant au défi de résoudre une affaire qui se déroulera le 21 à Andover. La lettre est signée A. B. C. Poirot prend au sérieux cette lettre, contrairement à Hastings et à Scotland Yard. Il craint un assassinat. Alexandre Bonaparte Cust se réveille dans une chambre. Il regarde un indicateur de chemin de fer et une liste de personnes. Nous sommes le 20 juin. Le chef inspecteur de Scotland Yard appelé Jap rend visite à Poirot le 22 juin. Il dit qu'il ne s'est rien passé de spécial à Andover la veille. Peu de temps après, Poirot reçoit un coup de fil de Jap qui lui dit qu'une vieille femme nommée Alice Asher vient d'être retrouvée assassinée. Cette femme était une tenancière d'un bureau de tabac à Andover. Poirot et Hastings vont s'y rendre. Une fois arrivés sur place, Poirot et Hastings sont reçus par l'inspecteur Glenn. La femme serait morte entre 5h30 et 6h05 de l'après-midi. Elle aurait reçu un coup sur la nuque après s'être retournée pour prendre un paquet de cigarettes. Le coupable peut être son mari, avec qui elle était séparée. Monsieur Asher est un ivrogne, qui aurait menacé son épouse de mort. Rien n'a été volé dans la boutique. Un policier amène Franz Asher. Le mari dit avoir passé la soirée dans des bars avec des amis. Il est toutefois enfermé comme inculpé. Dans la boutique, il y avait un guide ABC contenant les horaires des chemins de fer. Poirot et Hastings vont à Overton pour interroger la nièce de Madame Asher appelée Miss Mary Drower. La jeune femme a déjà appris la mort de sa tante. Elle ne soupçonne personne du meurtre, à part son oncle. Mary va quitter sa place pour aller vivre à Londres. Poirot et Hastings reviennent à Andover. Ils retournent au bureau de tabac. Une foule est présente devant le bureau de tabac. Le paquet de cigarettes pris par Madame Asher était des Players. Le guide ABC était ouvert à la page d'Andover. Poirot et son compagnon visitent le reste de la maison. Dans la chambre, ils découvrent une paire de bas neufs. Ils font ensuite leur course à l'épicerie d'en face. Poirot en profite pour interroger l'épicière. Poirot parle d'un grand homme blond et russe, mais l'épicière dit n'avoir rien vu de tel. Hastings parle au contraire d'un petit brun. Ces fausses déclarations sont là pour délier les langues et savoir, si les gens font attention, à qui entre dans les boutiques. On en conclut que tout le monde est trop affairé à cette heure-ci pour savoir ce qu'il se passe dehors. Poirot et Hastings entrent dans la maison voisine du bureau de tabac. Poirot se fait passer pour un journaliste qui a besoin d'écrire un article sur Madame Asher. La voisine pense que le mari est le coupable. Les deux hommes n'apprennent rien de nouveau. Poirot donne tout de même à la femme les 5 livres promises. Poirot et Hastings rendent visite à deux personnes qui sont entrées dans la boutique aux environs de l'heure du meurtre. Ils rencontrent d'abord James Partridge, qui est passé au tabac à 5h30. Cet homme n'a noté rien d'anormal en Madame Asher. Lorsque Poirot lui demande un ABC, l'homme dit qu'il en a un chez lui. Poirot et son collègue vont ensuite voir Albert Riddell. Ce dernier est entré dans le bureau de tabac à 6h, mais personne n'a répondu. Il n'a pas remarqué le corps derrière le comptoir, mais il a vu l'indicateur ABC posé sur le comptoir. Poirot et Hastings reprennent le train pour retourner à Londres. Poirot dit que le meurtre n'a pas été commis par un innocent, mais par un coupable qui savait ce qu'il faisait. Il imagine que l'auteur est une personne qui reste dans l'ombre tout en voulant être sous les projecteurs. Il peut s'agir d'un homme délaissé durant son enfance. Certaines personnes timides et effacées peuvent en réalité cacher de la vanité et de la suffisance. Poirot ne s'occupe plus de l'affaire durant plusieurs jours. Il finit par recevoir une seconde lettre anonyme. L'auteur lui donne cette fois-ci rendez-vous à Bexy-sur-Mer, le 25 de ce mois. Le lendemain a lieu une conférence lors de laquelle se trouvent plusieurs personnalités de la police, un médecin aliéniste, Poirot et Hastings. Poirot pense que la victime portera un nom commençant par un B. Des mesures vont être prises pour empêcher un second crime, bien qu'il soit quasiment impossible de protéger des milliers de personnes contre un fou assassin. Le matin du 25 juillet, Hastings apprend de Poirot que le meurtre a eu lieu. Le corps d'une jeune fille Elisabeth Barnard, qui est une serveuse, a été découvert sur la plage. À côté d'elle, on a trouvé un guide ABC ouvert à la page de Bexy. Poirot et Hastings se rendent en voiture là-bas avec l'inspecteur Crome. Nous avons des informations supplémentaires. La jeune femme avait 23 ans, et elle a été étranglée avec sa propre ceinture. Le corps a été découvert par un promeneur et son chien. Le meurtre a eu lieu entre minuit et 1h.
Crome, son inspecteur, Poirot et Hastings se rendent au café où Elizabeth Barnard travaillait. La patronne dit que la demoiselle a quitté son travail à 8 heures du soir. Lorsque l'autre serveuse est interrogée, elle dit que le fiancé de sa collègue est employé dans une agence immobilière. Personne ne connaît les projets qu'avait Elizabeth Barnard pour la soirée. Tous les quatre vont voir les parents d'Elizabeth Barnard. La jeune femme avait l'habitude de rentrer tard chez elle. Son fiancé s'appelle Donald Fraser. On ne sait pas si Elizabeth est sortie avec son fiancé hier soir. La chambre de la jeune femme est fouillée. La sœur de la victime vient à la maison. Elle s'appelle Megan Barnard et dit que sa sœur n'était qu'une petite dinde. Betty rencontrait d'autres hommes. Donald est un fiancé calme, mais sa jalousie a apporté des disputes dans le couple. Un jour, il a menacé Elizabeth de la tuer. Megan ne connaît pas les dernières fréquentations masculines de sa sœur. Donald entre dans la maison. Le jeune homme vient d'apprendre la mort de sa fiancée. Betty lui avait dit qu'elle se rendait avec une amie à Saint-Léonard. Il a eu des soupçons et est allé à la plage, puis à Saint-Léonard, puis à Hastings, pour chercher sa fiancée, mais il ne l'a pas trouvée. Il est revenu chez lui à minuit. Une conférence se déroule, afin de savoir si on doit révéler l'affaire au public ou non. Alors que certains pensent qu'il faut la dévoiler, d'autres pensent le contraire. On espère qu'en prenant confiance, l'auteur fasse une erreur. Crome décide d'attendre l'arrivée de la troisième lettre pour mettre au courant la population. Une troisième lettre arrive. Cette fois-ci ABC donne rendez-vous à Poirot, le 30 de ce mois à Shurston. Hélas, nous sommes déjà le 30. Une erreur dans l'adressage explique le retard du courrier. L'adresse était Twilt avant mentionne au lieu de Wildhorse mentionne. Le train n'amènera Poirot et Hastings que le lendemain matin au village. Ils rejoignent Crome à la gare. Crome pense que l'auteur s'est trompé d'adresse à cause d'une bouteille de whisky appelée Wildhorse. Au moment du départ du train, nous apprenons que Sir Carmichael Clark a été assassiné. Poirot doit faire pour la première fois face à un meurtre froid, impersonnel et non lié à l'histoire de la victime. On se rend à la demeure de Sir Carmichael Clark. Ce dernier était sorti après dîner et n'est pas revenu. Il a été assommé et un horaire abaissé a été retrouvé près du corps. Le frère du défunt nommé Franklin Clark est interrogé. Sir Carmichael Clark était inquiet, comme d'habitude à cause du cancer de sa femme. La victime avait l'habitude de se promener après dîner, ce qui implique que quelqu'un a pu l'observer puis l'attendre. Le frère dit qu'il est difficile de savoir si quelqu'un a rôdé près de la maison, puisque la région est remplie de touristes. Le valet de chambre et les servantes n'ont vu personne rôder. Miss Gray, qui est la secrétaire, dit que Sir Carmichael Clark n'a pas reçu de courrier signé ABC. Elle dit qu'il est difficile de déterminer si quelqu'un était dans les environs à cause des touristes. Ils se rendent tous à l'endroit où le corps de Sir Carmichael Clark a été retrouvé. Cust sort du cinéma après avoir vu le film aux petits oiseaux. Il achète un journal dans lequel est relaté le meurtre de Shurston. Un homme s'assoit sur le banc de Cust. Nous apprenons que Cust a fait la guerre et qu'il a fréquemment mal à la tête. Scotland Yard entreprend beaucoup d'actions pour retrouver le coupable, mais ne trouve rien. Poirot reste chez lui à réfléchir. Il cherche à déterminer la mentalité du tueur. Poirot pense qu'il faudrait faire parler les parents et les amis des victimes, car un fait anodin peut se révéler important. Marie a écrit à Poirot. Elle voulait rencontrer la sœur de Betty, afin d'unir leurs idées. Franklin Clark a envoyé un mot à Poirot, car il désire le rencontrer dès le lendemain. Franklin veut que les choses avancent. Il propose de fonder une association formée de Poirot et des proches des victimes. Franklin veut constituer un groupe composé notamment de Megan Barnard, de Donald Fraser, de Mary Drower et de Miss Gray. Quelques jours plus tard, se déroule une réunion chez Poirot. Les individus s'échangent les derniers souvenirs avant les morts. Megan se souvient que sa mère venait d'acheter des bas pour Betty la veille de sa mort. La serveuse du café où travaillait Betty va être interrogée de manière offensive par Miss Barnard, tandis que Donald devra montrer quelques intérêts pour la jeune femme. Franklin dit que Lady Clark, qui est la femme malade de Sir Carmichael, souhaiterait voir Poirot. Marie devra se rendre à Andover pour interroger les enfants, afin de savoir s'ils ont vu quelque chose. Franklin va poster une annonce adressée à ABC afin de lui tendre un piège. Poirot a remarqué l'attirance entre Megan et Franklin, grande dame de Tora Gray. Tora revient voir Poirot. Elle dit qu'elle quitte son emploi, car Madame Clark le lui a demandé. Poirot et Hastings se rendent au chevet de Madame Clark. Elle détestait Tora qu'elle prenait pour une intrigante. Elle dit qu'elle est une menteuse quand elle dit que personne ne s'est approché de la maison le jour du meurtre. Elle a vu Tora en train de parler à un homme pauvrement vêtu. De retour à Wild avant mentionne, Poirot remarque que Donald est en train de l'attendre. Le jeune homme dit avoir des cauchemars dans lesquels il étrangle Betty, qui est au final Megan. La quatrième lettre arrive. L'auteur donne rendez-vous, le 11 septembre à Doncaster.
L'inspecteur Crome veut déployer un plan important pour éviter un 4e meurtre. Franklin Clark fait remarquer qu'à cette date, a lieu une importante course de chevaux dans cette ville. Interrogée par Poirot, Tora se souvient d'avoir parlé à un étranger le jour du meurtre. Elle dit qu'il s'agissait d'un colporteur qui voulait vendre des bas. Poirot fait le lien entre ces bas, les bas trouvés chez Madame Asher, et les bas achetés par les parents pour leur fille Betty. Tora tente de décrire l'assassin, mais elle ne peut rien en dire, car il est tout ce qu'il y a de plus normal. Cust reçoit une visite de sa logeuse Madame Marbury. Il a mal à la tête, et n'a pas touché à son déjeuner, mais il doit sortir travailler à Cheltenham. En sortant de sa chambre, il rencontre Miss Lily, qui s'inquiète pour lui. Quand elle lui demande où il va, il répond qu'il va à Cheltenham. L'inspecteur Crome fait faire la liste des fabricants de bas et des représentants. Tom Hartigan dit à Lily qu'il a vu Cust à la gare de Stone. Cust allait en réalité à Doncaster, et non à Cheltenham, comme il l'avait dit. Cust se trouvait près de Shurston lors du dernier meurtre. Au moment du crime de Bexille, Cust est parti en oubliant son maillot de bain. Tom Hartigan dit que Cust est peut-être l'assassin, mais Lily dit qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Poirot et son groupe se retrouvent à Doncaster. Alors que les autres se désespèrent, Poirot leur redonne du courage en disant que le meurtrier est un joueur. Jusqu'ici il a gagné, mais il peut prochainement perdre. Franklin dit à Poirot que le renvoi de Tora par sa belle-sœur n'est dû qu'à la maladie de Madame Clark, qui s'est fait des idées sur une possible relation entre son mari et Tora. Il montre à Poirot une lettre de son frère dans laquelle Sir Carmichael considérait Tora comme sa fille. Poirot fait en sorte qu'Hastings accompagne Mary Drower, car son nom commence par un D. Monsieur Libetter est au cinéma. Il regarde le film aux petits oiseaux. Un client part avant la fin de la séance. L'homme fait semblant de tomber. À la fin de la séance, Libetter remarque qu'un homme veut passer dans la rangée, mais qu'un homme endormi lui barre le chemin. En réalité, l'homme est mort. Un indicateur abaissé se trouve près du cadavre. Cust quitte le cinéma et se rend à l'hôtel du Cygne Noir. Il remarque qu'il y a du sang sur sa manche. Il tire de sa poche un couteau ensanglanté. Il lave sa manche dans une cuvette. Une servante vient apporter l'eau chaude et voit le sang dans la cuvette. Cust dit qu'il s'est blessé à la main. Il s'en va de l'hôtel et rejoint la gare. Monsieur Libetter fait à Crome une description de la scène du cinéma et une description du personnage qui a quitté la salle. Poirot et Hastings rejoignent Crome. La victime s'appelle George Earlsfield. L'homme qui a voulu passer dans la rangée du cinéma est interrogé. Il s'appelle Roger Emmanuel Dawn. Le colonel Anderson lui dit que c'était lui qui était visé par la tentative d'assassinat. Il ne doit la vie sauve qu'à son changement de place. Le propriétaire de l'hôtel du Cygne Noir vient avec la servante Mary Stroud. Cette femme décrit la scène de la cuvette. Elle ne parvient à décrire Cust que comme un homme banal. Sur le registre de l'hôtel a été noté le nom Abékez ou Cash. Ce nom correspond aux initiales ABC. La valise laissée par Cust contient des bas. Tom Hartigan va voir Crome. Il lui raconte la conversation qu'il a eue avec Lily. Il ajoute que Cust était absent lors du meurtre d'Andover. Crome ira voir Cust durant la matinée. Tom Hartigan rejoint Lily. Elle ne pense pas que Cust soit le coupable. Elle s'en va un instant pour passer un coup de téléphone. Elle a en fait téléphoné à Cust. Lorsque la logeuse questionne Cust sur le coup de fil, il dit que sa sœur vient d'accoucher. Il sort de la maison. La police est arrivée après le départ de Cust. Elle a trouvé du papier identique aux lettres d'Abk, des bas, des guides ABC, et le couteau caché dans le porte-manteau du vestibule. Cust se tient devant la boutique de Madame Asher, qui est maintenant à louer. Il ne lui reste plus d'argent, et il ne sait pas où aller. Cust s'est rendu au commissariat d'Andover. Il a tout avoué, et pense avoir commis des crimes à son insu. On va lui attribuer un avocat d'office. Il n'a aucune explication au sujet des lettres reçues par Poirot. Un problème est le témoignage de Strange. Cet homme était avec Cust à Eastbourne, à l'hôtel Wild Cross, jusqu'à au moins minuit 10, la nuit du meurtre de Betty. Cust n'aurait jamais eu le temps de faire l'aller-retour, jusqu'à la plage de Bexille. Poirot trouve qu'il y a trop de contradictions entre les crimes et la personnalité de Cust. Poirot va se confronter à Cust, et espère qu'il dira un mensonge qui révélera la vérité. Poirot fait des démarches seul, puis il se rend à Bexille avec la Légion spéciale. Poirot visite différents endroits, et fait des actions étranges, qu'Hastings ne peut expliquer. Poirot va poser une question à chacun des membres qui devront répondre par la vérité. À certaines personnes, il pose des questions anodines. À Tora, il demande si elle aurait accepté d'épouser Sir Carmichael, s'il le lui avait demandé. Elle répond que non. Quand il demande à Meghan si elle souhaite que Poirot découvre la vérité, elle répond que non. Poirot et Hastings se rendent à Eastbourne. En chemin, Poirot entend des enfants chanter une chanson à propos d'un renard que l'on enferme. Poirot trouve que la chasse au renard est cruelle. Poirot rentre finalement à Londres, sans se rendre à Eastbourne. Il rencontre Cust.
Ce dernier ne savait pas qui il avait en face de lui. Il dit n'avoir pas envoyé les lettres. Il raconte sa vie. Il était médiocre à l'école et était en retard sur ses camarades qui se moquaient de lui. L'armée est le seul endroit où il a été heureux. Puis, il a eu une blessure au crâne et a souffert de crise d'épilepsie. Il a ensuite obtenu un emploi de bureau dans lequel il ne réussissait pas et était mal payé. Il a reçu une offre qui consistait à vendre des bas. La firme nie l'avoir engagé. Les lettres envoyées par l'entreprise ont été tapées avec la même machine que celle de Keust, ce qui signifie que Keust a pu les écrire et se les envoyer. Après une partie de domino, un homme ayant lu dans les lignes de la main de Keust lui a dit qu'il allait être l'un des hommes les plus connus d'Angleterre et qu'il mourra d'une mort violente. Keust pense avoir commis les crimes, mais il ne sait pas pourquoi. Lors d'une réunion, Poirot révèle le résultat de son enquête. Il pense que Keust n'a rien à voir avec les lettres et l'homme qui a commis les meurtres. Franklin Clark est le coupable. Il voulait récupérer l'héritage de son frère. Si Thora se mariait avec Sir Carmichael, alors l'héritage lui aurait échappé. Les autres crimes n'étaient là que pour masquer le crime de Sir Carmichael. Franklin a fait exprès de mal adresser la troisième lettre pour qu'elle arrive en retard chez Poirot. À Doncaster, il serait entré dans le cinéma à la suite de Keust. Il aurait commis le meurtre en faisant exprès de tomber, aurait laissé un guide abaissé et aurait glissé le couteau dans le veston de Keust. Franklin est l'homme qui a prédit l'avenir de Keust, et c'est lui qui s'est fait passer pour la firme de bas. Grâce aux soi-disant lettres de l'entreprise, Franklin a envoyé Keust vers les lieux des meurtres. Poirot a trouvé à Combside 2, la canne ayant assommé Madame Asher et Sir Carmichael. Des témoins ont vu Franklin à proximité des endroits des meurtres. Il y avait son empreinte sur la machine de Keust. Franklin tente de se suicider avec un revolver, mais un serviteur l'avait vidé de ses balles auparavant. Franklin est arrêté. Poirot dit que Megan a pensé un instant que Donald était coupable du second meurtre, ce qui n'est pas le cas. Il analyse les cauchemars de Donald, comme le fait qu'il soit amoureux de Megan, mais qu'il s'en veuille de cela à cause du récent décès de sa fiancée. Keust est devenu l'homme dont on parle le plus en ce moment en Angleterre. Un journal lui offre de l'argent contre son histoire. Poirot lui conseille d'aller voir un oculiste, car ses maux de tête proviennent peut-être de là. Le docteur Morley est agacé, car sa secrétaire Gladys est absente, puisque sa tante a eu une attaque. Il craint qu'elle n'ait pris un jour de congé pour être avec l'homme qu'elle fréquente. Aujourd'hui, il doit soigner des malades importants. Monsieur Amberiotis est heureux de sa situation. Il a cependant mal à une dent. Il doit se rendre à midi au 58 Queen Charlotte Street. Madame Bolito pousse Miss Sainsbury-Seal à se rendre chez le dentiste. Lors de la réunion du conseil de direction, il est évident que Alistair Blunt a mal aux dents. Poirot se rend chez le docteur Morley, au 58 Queen Charlotte Street. Dans la salle d'attente se trouve le colonel Arrowbumby. Il part chez le dentiste. Un homme d'une trentaine d'années entre dans la pièce. Poirot est appelé. Il entre dans le cabinet du dentiste. Pour une fois, il n'est plus un homme supérieur aux hommes, mais un homme ordinaire. Le dentiste lui soigne plusieurs dents et lui parle. Quand Poirot revient à la salle d'attente, il y a toujours le trentenaire et un autre malade. Le groom appelle Monsieur Blunt. En partant de la maison, Hercule Poirot rencontre une femme sortant d'un taxi. Cette femme perd une boucle de chaussure que Poirot ramasse. Dans l'après-midi, Poirot reçoit un coup de fil de Japp. Il dit que le dentiste a été tué d'un coup de revolver. Poirot va rejoindre Japp chez le dentiste. Poirot arrive chez le dentiste. On pourrait croire à un suicide. Mais le dentiste n'avait aucun problème dans sa vie. Aucun bruit n'a été entendu. La femme qui avait rendez-vous à 12h30 s'impatientait. Le groom a été toqué à la porte du dentiste, mais il n'a pas osé entrer de peur de se faire gronder. La cliente est partie à 13h15. Le groom a découvert le corps à 13h30. Le dentiste a utilisé la dernière fois la sonnerie visant à avertir le groom qu'il faut faire entrer un nouveau client à 12h05 afin de faire monter M. Amberiotis à son cabinet. Le groom n'a pas vu M. Amberiotis sortir du cabinet. Cet homme dit être sorti à 12h25. Le dentiste ne possédait pas de revolver. Le corps semble être tombé de manière anormale. Le corps semble avoir été bougé même si le groom dit ne pas l'avoir touché. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un en voulait à la vie du dentiste. Japp et Poirot interrogent Georgina Morley. L'autosuppression et le meurtre lui paraissent invraisemblables. Elle dit que son frère était ennuyé par l'absence de sa secrétaire et que son frère pensait que Gladys avait pris une journée de congé pour être avec son fiancé Frank Carter, que le dentiste considérait comme un vaurien. L'associé du docteur Morley nommé le docteur Reilly n'avait pas grief personnel contre son collègue. Georgina dit qu'elle est la principale héritière. Gladys aura quelques centaines de livres. Le groom annonce l'arrivée de Gladys.
Cette dernière dit que le télégramme annonçant que sa tante était malade était un faux. Elle lit les noms des personnes qui avaient rendez-vous avec le docteur Morley ou son associé. Japp a été mis sur l'enquête, car c'est une affaire délicate à cause de la présence de Blunt. Le groom Alfred est interrogé. Les gens venus avaient tous des rendez-vous. Personne n'a pu entrer dans la maison, car il fallait la clé. Il décrit toutes les allées et venues des patients. Il dit que le fiancé de Gladys est venu. Frank s'attendait à ce que Gladys soit là, et il voulait voir le dentiste. Quand le groom est de nouveau entré dans la salle d'attente, le fiancé n'était plus là. Poirot et Japp interrogent le docteur Reilly. Ce dentiste ne voit aucune raison qui expliquerait le suicide de son collègue, par contre il en trouve à lui. Il ne voit aussi aucune raison concernant l'assassinat. Amberiotis a appelé Japp pour lui dire qu'il préfère ne pas le voir cet après-midi, car il ne se sent pas bien. C'est pourtant la dernière personne à avoir vu le dentiste vivant. Japp va interroger tour à tour les autres clients du docteur. Ils vont d'abord voir Alistair Blunt. Cet homme pense que le docteur Morley n'avait pas l'attitude d'une personne qui allait mettre fin à ses jours. Il ne se rappelle plus du nom de la personne qui lui a indiqué ce dentiste. En sortant de la maison, Poirot rencontre la nièce de Blunt appelée Jane Oliveira. La jeune femme est inquiète pour son oncle. Poirot lui dit la vérité. Elle prend la fuite. Poirot et Japp rendent ensuite visite à Miss Sainsbury-Seal. Elle dit que lorsqu'elle était dans la salle d'attente, il y avait un jeune homme. Le jeune homme, impatient, est parti sans doute voir l'autre dentiste sans être appelé. Elle dit aussi avoir croisé Poirot. Lorsque Poirot et Japp se rendent à l'hôtel d'Amberiotis, ils apprennent qu'il vient de mourir. Japp dit qu'Amberiotis est décédé, car son corps contenait trop d'anesthésique. Le dentiste aurait mis fin à ses jours après avoir remarqué son erreur. Poirot ne le croit pas. Poirot réfléchit à différentes personnes, puis s'en va de chez lui. Il se rend chez M. Barnes. Dans la salle d'attente, il a été en face d'Amberiotis. Pour des raisons politiques, certains aimeraient supprimer Blunt. Certaines personnes auraient supprimé le dentiste, car il n'a pas voulu supprimer Blunt. M. Barnes pense que ces inconnus vont recommencer. Poirot pense que le dentiste n'a pas été tué dans son cabinet, mais dans le bureau adjacent. Le meurtrier ne serait pas un patient, mais un familier. Poirot appelle Japp. Il lui dit que Miss Sainsbury a quitté son hôtel, en n'emportant pas ses affaires. Japp et Poirot retrouvent la directrice de l'hôtel. Elle est inquiète de la disparition de Miss Sainsbury. La fouille des affaires ne donne rien. Ils trouvent une adresse de Hampstead. Ils s'y rendent. Les Adams ont connu Miss Sainsbury, mais ne l'ont pas revue depuis un mois. D'autres recherches ne mènent à rien. Poirot va voir M. Howard Rex à son palace. Le jeune homme pense que Poirot cherche de l'argent, que le détective est payé par quelqu'un pour mener l'enquête et Rex ne pense pas que Poirot soit venu chez le dentiste, car il avait mal aux dents. Il pense que c'est Blunt qui paie Poirot, et que lui-même a été choisi pour être le coupable. Il voudrait la disparition de Blunt, et la création d'un monde nouveau. Lorsque Poirot rentre chez lui, il rencontre Miss Gladys Neville. Elle dit que le dentiste n'a pas pu se tromper dans sa dose d'anesthésique. Par habitude et car la dose est toujours la même. Elle ne sait toujours pas qui lui a envoyé le faux télégramme. Lorsque Frank est venu chez le dentiste, c'était pour annoncer à sa belle et au dentiste qu'il venait de retrouver un travail. Le lendemain, Poirot va déjeuner avec Gladys et son fiancé. Frank a les dents contre le dentiste. Il pense qu'il exploitait Gladys. Il aurait voulu lui dire 2 mots, le jour de la mort, mais il a trop attendu et est parti. Il serait arrivé entre le gros huileux et Miss Sainsbury. Poirot téléphone à Japp qui dit que le télégramme est bien vrai. Japp pense encore à une erreur médicale, et pense que Amberiotis a été tué par le dentiste. La police recherche Miss Sainsbury. Poirot a Jane Oliveira au téléphone. Elle lui donne rendez-vous chez son oncle. Une fois arrivée, Jane dit qu'une femme a abordé son oncle. Elle aurait apparemment connu la femme de Blunt. Blunt ne l'a pas reconnue. Poirot sait que Jane s'intéresse à lui depuis qu'elle sait qu'il a rencontré M. Howard Rex. Il sait que Jane s'attendait à ce que quelque chose se passe dans le cabinet du dentiste, mais pas à la mort du dentiste. Elle avoue être amoureuse de Rex. Sa mère voudrait qu'elle hérite de Blunt qui est très riche. Mais elle partage les idées de Rex. C'est elle qui a pris rendez-vous pour Rex, afin qu'il rencontre son oncle, et se fasse un autre avis sur lui. Un mois plus tard, l'affaire n'est toujours pas résolue. Il n'y a pas d'avancée sur l'affaire Morley, et on n'a pas retrouvé Miss Sainsbury. En revenant d'Inde, Miss Sainsbury a été sur le même bateau qu'Amberiotis. Selon Japp, Miss Sainsbury n'a pas traîné dans des combinaisons douteuses, mais Amberiotis oui. Quelques jours plus tard, Japp téléphone à Poirot. Le corps de Miss Sainsbury a été retrouvé. Poirot se rend sur place. Miss Sainsbury est décédée, il y a plus d'1 mois. Dans une malle, elle a le visage défoncé. Elle rendait alors visite à Madame Chapman. C'est le concierge qui a reconnu Miss Sainsbury grâce au signalement de la police.
Madame Chapman s'est absentée depuis plus d'un mois. La police est déplacée. On a trouvé du sang dans la salle de bain, et on a retrouvé le corps dans la malle. Jack pense qu'on a défiguré la femme peut-être, pour qu'on ne la reconnaisse pas. Madame Chapman est peut-être celle qui a tué Miss Sainsbury. Cette dernière porte à un de ses souliers, la boucle qui a été recousue. Japp et Poirot se rendent chez Madame Merton, qui est une amie de Madame Chapman. Cette femme n'a pas eu de récentes nouvelles de son amie. Elle n'a jamais entendu parler de Miss Sainsbury, autre part que dans les journaux. Monsieur Chapman faisait de l'espionnage. Poirot et Japp retournent à l'appartement. Dans le carnet, est trouvé le nom et l'adresse du dentiste. Poirot va voir la sœur du dentiste retirée à la campagne. Georgina ne se souvient de rien de particulier concernant Miss Sainsbury. Elle ne se souvient pas de Miss Sainsbury comme cliente. Nous apprenons que Miss Neville a un nouveau poste auprès d'un dentiste et qu'elle ne s'est toujours pas mariée à Frank. Au moment de partir, une domestique nommée Agnès demande à Poirot s'il s'agit bien d'un suicide. En rentrant chez lui, Poirot rencontre M. Barnes. Ce dernier confirme que M. Chapman existe bien et était un agent secret. M. Chapman serait mort. Le cadavre de Miss Sainsbury n'est finalement pas le sien, mais celui de Madame Chapman. Le corps a été reconnu grâce à l'état de la mâchoire. Les deux femmes avaient une physionomie proche. Japp pense que c'est Miss Sainsbury qui a tué Madame Chapman. Japp apprend à Poirot que l'affaire est classée d'après un ordre des affaires étrangères. Poirot décide de continuer l'enquête seul. Il reçoit une lettre de Blunt dans laquelle cet homme lui donne un rendez-vous chez lui. Poirot reçoit un appel anonyme lui disant de ne pas se rendre à ce rendez-vous et l'intimide pour le cas où Poirot ne se retire pas de l'affaire. La mort de Morley ne serait qu'un accident. Poirot ne reconnaît pas la voix de la femme. Il y a un attentat raté sur le Premier ministre, qui était accompagné de Blunt. Le tir proviendrait d'un étudiant hindou, que Rex aurait empêché de s'enfuir. Quand Poirot arrive chez Blunt, il apprend que Blunt a dû s'absenter. Un nouveau rendez-vous est fixé pour ce week-end dans la maison de campagne. Lorsque la mère de Jane entre, elle semble surprise et vexée que Poirot se joigne à eux lors du week-end. Jane demande à Poirot de ne pas venir. Poirot pense que le coup de fil anonyme provenait de Madame Olivera. Poirot se rend à la maison de campagne, dans la même voiture que Blunt. Ce dernier ne prend pas au sérieux les attentats qui le visaient, car ils étaient mal exécutés. Madame Olivera et sa fille sont froides envers Poirot. Hélène ne dîne pas avec eux, car elle a préféré se coucher tôt. Blunt demande à Poirot de retrouver Miss Sainsbury. Poirot pense que cette femme est morte à cause d'une paire de bas neufs. Blunt se souvient que lorsqu'il était en train de se faire soigner, l'autre dentiste est entré dans le cabinet. Poirot lui révèle que Howard Rex était dans la salle d'attente en même temps que Blunt. Il lui révèle qui est ce jeune homme. Poirot lui demande qui héritera à sa mort. Il s'agit de l'hôpital Saint-Édouard, de l'Institut du cancer, de l'Institut royal des aveugles, de Madame Julia Olivera, de Jane et d'Helen. Poirot accepte de recherche Miss Sainsbury. En sortant, il rencontre Jane. Elle le traite d'espion. D'après elle, il n'arrivera jamais rien à son oncle. Il ne trouve pas de réponse au mystère de l'enquête. En allant dans le jardin, Poirot remarque qu'un jardinier est en réalité Frank. Poirot questionne Blunt sur ce nouveau jardinier. Ce nouveau employé est nul, et est payé au maximum 2,15 livres. Jane reproche à son oncle de ne pas essayer quelque chose de nouveau dans sa politique. D'après Blunt, mettre en place un système nouveau provoquerait la faillite de l'Angleterre. Alors que Blunt montre son jardin à Poirot, un coup de feu se fait entendre. Rex dit que c'est Frank qui a tiré. Frank dit que ce n'est pas lui. Jane vient sur le lieu avec sa mère. Jane apprend que Rex a sauvé la vie de son oncle. Frank va être livré à la police. Poirot trouve étrange que par 2 fois Rex ait sauvé la vie de Blunt. Frank a dit qu'il avait été approché par les services secrets pour espionner Blunt. Il n'avoue pas que c'est lui qui a tiré. Rex dit que lors de l'attentat avec le Premier ministre, le coupable était Ramlal, mais qu'il a attrapé le bonhomme d'à côté pour permettre à Ramlal de se sauver. Il dit que Frank a bien tiré sur Blunt. Poirot assiste à la messe avec Blunt. Tandis que le curé parle, Poirot réfléchit à l'affaire. Poirot rencontre M. Reilly. Ce dentiste va partir pour l'Amérique. Il fuit les dettes, ses clients le fuient. Selon lui, si son collègue a mis une telle dose d'anesthésiant, c'est car il a voulu tuer son patient. Le docteur Reilly dit avoir vu le dentiste pour la dernière fois, la veille au soir. Après le rappel de Poirot, il se souvient d'être venu une minute au cabinet pour lui poser une question. Il dit avoir bu un cocktail lors du rendez-vous manqué de Rex, et avoir bu un autre cocktail plus tard. Poirot va voir Madame Adam. Cette dernière ne se rappelle pas que Miss Sainsbury ait parlé de Madame Chapman. Madame Adam a rencontré Miss Sainsbury quand elle était en Inde. Elle pense que son amie ne connaissait pas Blunt. Miss Sainsbury était une personne bien trop ordinaire pour cela. En se promenant dans un parc, Poirot rencontre Jane et Rex. Le jeune homme n'est pas heureux de le voir, et s'en va.
Rex a demandé la main de Jen, et la jeune femme ne sait pas quoi lui répondre. Elle n'a personne pour la conseiller. Lorsque Poirot rentre chez lui, Japp l'attend. Japp reconnaît qu'il ne s'agit pas d'une autodestruction, mais d'un meurtre. Le pistolet dont s'est servi Frank est le même que celui du dentiste. Poirot ne pense pas que le coupable soit Frank. Miss Neville vient chez Poirot. Elle ne pense pas que Frank soit le coupable. Elle dit que Frank avait bu avant d'aller chez le dentiste, et qu'il est allé chez le dentiste dans le but de faire une esclandre. Poirot téléphone à Scotland Yard. Rien n'indique que Frank possédait une arme. Frank dit qu'il a été payé par les services secrets pour faire de l'espionnage. Poirot reçoit une lettre d'Agnès Fletcher. Elle a appris que Frank s'est fait arrêter. Elle veut dire quelque chose, mais elle ne veut pas avoir affaire à la police. Agnès et Poirot se rencontrent. En allant chercher le courrier, elle dit avoir vu Frank dans la maison qui semblait guetter quelque chose. Puis s'en aller dans le couloir qui mène au cabinet. Poirot va voir Japp. Il demande à voir Frank. Poirot rencontre Frank. Il lui raconte le témoignage d'Agnès. Frank dit que c'est un mensonge. Il finit par avouer qu'il est bien entré dans le cabinet de Morley. Il l'a trouvé déjà mort. Il a filé. Poirot va voir Monsieur Barnes. Poirot a compris la vérité, et cela ne lui fait pas plaisir. Il a également compris le mobile du crime. Poirot rencontre Blunt. Il dit avoir retrouvé Miss Sainsbury, mais il ne peut pas dire si Miss Sainsbury est vivante ou morte. Un des indices est les souliers car Poirot a trouvé une paire neuve et une paire usée, et car les deux paires de chaussures avaient des tailles différentes. Poirot dit que le but principal était de faire disparaître Blunt. Quelqu'un aurait tenté d'acheter Morley pour causer la mort de Blunt. Poirot annonce que le tueur ne lui en voulait pas pour des raisons publiques, mais pour des raisons privées. Poirot dit qu'il y a deux Miss Sainsbury. Le corps retrouvé est bien celui de Miss Sainsbury Seal. Le dentiste étant mort, ne pouvait pas reconnaître la mâchoire de Miss Sainsbury. Les fiches de Miss Sainsbury et de Madame Chapman ont été volontairement échangées. Blunt se serait marié avec Rebecca Arnold, mais aussi avec une première femme. Il aurait contracté un double mariage pour le pouvoir. La première femme s'appelait Madame Chapman. Lorsque Miss Sainsbury a dit à Blunt qu'elle était amie avec sa femme, elle parlait de sa première femme. Miss Sainsbury a révélé ce fait à Amber Otis, qui a été un maître chanteur. Blunt a tué le dentiste vers 11h45. Ensuite, la fausse Miss Sainsbury est entrée dans le cabinet. Blunt a fait semblant de sortir, puis est rentré dans le cabinet. Ensemble, ils ont falsifié les fiches. Blunt s'est déguisé en dentiste. Amber Otis est entré dans le cabinet et Blunt lui a donné la dose fatale. Il a fallu faire accuser un innocent à sa place. Ça a été le cas de Frank. Blunt a fait croire que le corps était celui de Madame Chapman. Pour éviter des recherches trop poussées, l'Angleterre cherchait alors Miss Sainsbury. Blunt a fait plusieurs fois appel à Poirot, afin de savoir ce qu'il faisait. C'est Madame Chapman qui a passé le coup de fil anonyme à Poirot. Blunt a laissé volontairement une arme chargée dans une haie. Frank a rencontré Blunt, et Amber Otis sortant du cabinet. Il est entré, et a vu le corps du dentiste. Poirot dit qu'Hélène a été arrêtée. La vraie est décédée, il y a 7 ans. Blunt reconnaît les faits. Il a fait tout ça, car il pense que son maintien en politique équivaut au maintien de l'Angleterre. Poirot se demande ce qu'il va faire, dénoncer Blunt ou ne rien faire. Blunt ne ressent qu'une pitié pour les 3 personnes mortes, ce que Poirot ne peut pas lui pardonner. Il décide de dénoncer Blunt. Jen et Rex entrent dans la pièce. Poirot leur dit que Blunt vient d'être arrêté. Il leur dit qu'un monde nouveau s'ouvre devant eux, et leur demande d'y laisser une place pour la liberté et la pitié. Poirot rencontre Barnes, et parle avec lui de l'affaire résolue. Barnes lui avoue qu'il a été Albert Chapman. Dans ABC, contre Poirot, nous retrouvons Hercule Poirot, qui est à la retraite, mais qui continue son travail et Hastings qui revient d'Argentine. Japp reste à l'arrière-plan, et est remplacé par l'inspecteur Crome. Crome et Hastings ne sont là, que pour mettre en lumière Hercule Poirot. Ainsi seul Poirot pense que la première lettre d'A, B, C, est importante alors qu'Hastings et Scotland Yard ne le pensent pas. Qu'est-ce qu'aurait pu faire croire à Poirot que cette lettre avait une importance ? La police est inefficace. C'est Poirot qui découvre l'information sur les bas, et c'est Poirot qui résout le mystère. Ce n'est pas que la police ne fasse rien. Cependant, Crome est trop méprisant envers les proches des victimes pour qu'elle lui dise quoi que ce soit, et la police déploie des grands moyens, mais elle ne réfléchit pas. Hercule Poirot représente les vieilles méthodes qui consistent à réfléchir, tandis que les autres analysent les empreintes et font appel à un psychiatre. Seule la vieille méthode fonctionne. Nous avons un meurtrier en série qui tue des personnes très éloignées, que ce soit géographiquement, au niveau du statut social, ou de l'âge. Nous apprenons que 3 des 4 meurtres ont été faits pour cacher en quelque sorte la véritable motivation du meurtre de Sir Carmichael. Tout est fait pour que l'on pense que le coupable soit Cust. C'est un homme qui agit étrangement, qui est souvent dans les villes où se sont déroulés les crimes.
Il a le portrait psychologique de l'assassin. Le doute n'est plus permis, lorsqu'il retrouve un couteau ensanglanté dans une de ses poches, et que du sang se trouve sur sa manche. Les épisodes intermèdes qui ne sont pas racontés par Hastings, car il était absent lors de ces moments, sont là pour nous montrer le soi-disant meurtrier. Le lecteur est placé dans une situation de manière à ce qu'il sache quelles sont les actions menées par Hercule Poirot et la police et quelles sont les actions de Cust. Dès le second chapitre, nous connaissons le personnage de Cust, et ses actions ne prédisent rien de bon. Nous ne le retrouverons qu'au chapitre 16. Les apparitions suivantes ne feront qu'amplifier la certitude du lecteur selon laquelle Cust est le meurtrier. L'auteur nous mène aussi sur d'autres pistes mineures. Il s'agit du mari de Madame Asher et du fiancé de Betty. L'un soûl et l'autre jaloux auraient très bien pu être le tueur. Cependant, ces deux alternatives sont très vite oubliées au profit de Cust. Tandis que le lecteur portait son attention sur Cust, il ne le portait pas sur le véritable meurtrier. Cust est justement trop anormal pour se fondre dans la foule comme le fait le vrai meurtrier. Ce n'est qu'avec du recul que nous remarquons que les dires de Franklin n'étaient pas anodins, mais le servaient. Franklin a tout du psychopathe. Le crime de Sir Carmichael peut s'expliquer, puisque Franklin souhaitait la succession, et voulait qu'elle ne tombe pas dans les mains de Thora et de ses possibles enfants. Par contre, les meurtres des trois autres personnes ne peut pas s'expliquer, car il n'avait aucune raison personnelle de tuer ces personnes. Franklin n'en ressent aucun remords et manque de faire condamner Cust à sa place sans aucune pitié. Franklin est parvenu à faire croire qu'il était une victime collatérale du meurtre de son frère, mais il a aussi réussi à faire partie de la Légion spéciale de Poirot. Sa présence n'a fait qu'embrouiller les pistes. En venant à Doncaster avec le groupe, on lui a facilité son quatrième meurtre. Il se sert des personnes, comme si elles étaient des pions. Les autres paraissent sans sensibilité, et ne servent qu'à réussir ses plans. Pour lui, même Poirot est un pion. En effet, il n'avait rien contre Poirot, et lui a écrit des lettres uniquement, pour que l'erreur d'adressage fasse arriver en retard la troisième lettre. Au final, la personnalité de Poirot n'est pas si lointaine de celle de Franklin, la différence primordiale étant que Poirot considère les autres personnes comme étant des êtres sensibles. Dans un 2-3, l'enquête est menée par Hercule Poirot. Son ami Hastings n'est pas présent, mais est remplacé par Jap. À un moment, Poirot continue son enquête seul, car la police ne peut pas continuer son enquête après des ordres des affaires étrangères. Poirot ici ne semble plus être un homme au-dessus des autres. Il a peur chez le dentiste, et semble avoir un mentor en la personne de M. Barnes. Le roman est divisé en 10 chapitres. Les chapitres sont eux-mêmes divisés en plusieurs parties. À chaque début de chapitre, se trouve un vers de la comptine One, tout, Buckle My Shoe. Les vers de la comptine ont peu de lien avec les éléments du roman. La présence de la comptine rappelle celle présente dans Ils étaient 10. Sauf que dans ce roman, chaque vers faisait référence à la manière dont l'individu allait mourir. Le titre est 1, 2, 3. Le 1-2 peut faire penser au début de la comptine. Cependant 1-2-3 fait référence au nombre de morts dans le roman. Le premier est le dentiste, le second Ambériotis et le troisième Miss Sainsbury-Seal. Le début du roman se retrouve dans plusieurs autres romans de l'auteur. Nous commençons par rencontrer chaque personnage. Chaque personnage a une partie dédiée au sein du premier chapitre. Ces individus ne se connaissent pas ou presque, et ils arrivent tous à un même endroit. Dans Ils étaient 10, tous les personnages sont présentés un par un et ils se retrouvent sur l'île. Dans Mort sur le Nil, tous les personnages sont rassemblés sur un bateau après avoir été présentés au lecteur. Alors que dans ABC, le vrai mobile était l'héritage, ici, ce n'est plus le cas. Blount, en étant à l'origine des meurtres, cherche à rester au pouvoir. Son maintien à sa place permettra de garder une politique conservatrice. D'après lui, le maintien de ce régime permettra la survie de l'Angleterre. C'est également l'avis de Poirot. C'est pour cela qu'il est si dur pour lui de dénoncer Blount. Lorsque Blount est emprisonné, la place est libre, et des personnes telles que la nièce ou Rex peuvent mettre en place des choses nouvelles. Un des titres du roman a été une fois traduit, Les meurtres patriotiques. Le roman a été publié en 1940, époque où des idées nouvelles ont été mises en place. Le refus de la nouveauté peut alors s'expliquer par le refus d'atrocité, et non la recherche du confort dans l'inertie. Dans ABC, le meurtrier n'avait aucun remords à avoir causé la mort à des innocents. Ces meurtres servaient à cacher le seul crime qui lui importait, c'est-à-dire celui de son frère. Dans 1, 2, 3, nous avons encore cette idée de meurtrier qui ne ressent aucun remords après avoir ôté la vie d'innocents. Les meurtres ne sont là que pour cacher le fait que Blount est une femme avant sa seconde épouse, le maintien dans la politique lui est important. Même s'il dit qu'il cherche à rester à son poste, car il se pense indispensable en politique, la vraie raison est que Blount a toujours soif de pouvoir. S'il a épousé sa seconde femme, ce n'était que parce qu'elle pouvait le faire percer en politique. Il est bien évident que Blount ne doit pas être le seul homme politique conservateur. S'il laisse son poste, un homme d'un autre parti ne prendra pas automatiquement le pouvoir.
L'ironie du sort se trouve dans le premier chapitre au moment où le docteur Morley trouvait que Blunt était un homme menant une vie simple. Ce n'est évidemment pas le cas. Le coupable essaie de faire porter la responsabilité des meurtres sur un innocent. Frank est le personnage parfait pour cela, tout comme Kush dans ABC. En lisant le roman, nous nous rendons compte qu'énormément de personnes peuvent être le meurtrier, car ce n'est pas un huis clos. Le coupable peut être un client, peut être l'autre dentiste, peut être un domestique, peut être le petit ami de la secrétaire, peut être Hercule Poirot, peut être un inconnu qui serait entré dans la maison. Sur ces possibilités, nous nous approchons également d'A, B, C, puisque le premier meurtre s'est déroulé dans un tabac, le second sur une plage, le troisième dans la campagne et le quatrième dans une salle de cinéma. Le meurtrier n'est pas l'homme à la figure d'assassin, ce n'est pas le jeune homme, un peu trop querelleur, ce n'est pas la femme quadragénaire antipathique. C'est un homme qui semble digne de confiance. N'invite-t-il pas Poirot plusieurs fois chez lui? N'invite-t-il pas Poirot à sa maison de campagne? Pâle et les yeux tirés, Jane Olivera était debout près de la cheminée. Howard Rex se tenait à ses côtés. Alors, demanda-t-elle à Poirot, qui entrait dans la pièce. « C'est fini, répondit Poirot, presque à mi-voix. C'est-à-dire, fit Rex. Poirot précisa, Monsieur Alistair Blunt a été arrêté pour meurtre. J'aurais pourtant bien cru qu'il aurait acheté votre silence, déclara Howard Rex. Moi, dit Jane, c'est une pensée qui ne m'est jamais venue. Hercule Poirot les regardait. Il soupira et dit, le monde est à vous, mes enfants, ce monde que vous voulez nouveau. Dans ce monde nouveau, tâchez qu'il y ait place pour la liberté et pour la pitié. C'est tout ce que je vous demande. Eh bien, il m'a dit qu'il partait pour Cheltenham. Je me le rappelle fort bien. Vous avez mal compris. Il a pris son billet pour Doncaster. Certaines gens ont toutes les veines. J'ai risqué quelques sous sur Firefly pour le sein léger, et j'aimerais bien voir courir ce canasson. Je ne pense pas que Monsieur Cust fréquente les courses. Oh, Tom, pourvu qu'il ne soit pas assassiné. Doncaster est désigné pour le prochain crime d'A, B, C. Cust ne court aucun danger. Son nom ne commence point par un D. Il aurait pu être assassiné la dernière fois. Il se trouvait à Torquay, près de Shurston, quand le dernier meurtre a été commis. Pas possible. Voilà une drôle de coïncidence, déclara le jeune homme en riant. Séjournait-il à Bexhill la fois précédente? Lily fronça les sourcils, il était absent, je me souviens qu'il avait oublié son maillot de bain. Maman était en train de le raccommoder. Elle m'a dit, Monsieur Cust est parti hier sans emporter son maillot. Et je lui ai répondu, ce vieux maillot importe peu pour l'instant. Si tu savais l'horrible crime qui a été commis à Bexhill, on a étranglé une jeune fille. Tom riait de la pensée qui se présentait à son esprit. Si votre vieux militaire voulait son maillot de bain, c'est qu'il allait au bord de la mer. Dites-moi, Lily, si c'était lui l'assassin. Pauvre Monsieur Cust, il ne ferait pas de mal à une mouche. Ils continuèrent à danser joyeusement, tout au plaisir de se trouver ensemble. Mais, en leur subconscient, des pensées s'agitaient vaguement.